Je vous salue tous collectivement, toutes et tous collectivement. Donc, je suis Muriel Pernin, je suis l'animatrice. Et ceux qui ont déjà participé m'ont vu déjà. Donc, j'ai fait la 3e animation. Je voudrais aussi présenter quelques personnes qui sont susceptibles de nous accompagner dans cet atelier. Je vais commencer par Marie-Kelle Nerinski, chargée de mission à la métropole européenne de Lille et qui s'occupe plus particulièrement des déchetteries, donc qui est très très au courant et très au fait de ce projet. J'aurai aussi, je le présente en second, Nicolas Poutot, qui est chargé de mission aussi et qui s'occupe du schéma directeur des déchets. Donc, il va nous en parler. Je lui donnerai la parole en premier. C'est lui qui commencera. Nous avons aussi avec nous Anne-Céline Rossini qui s'occupe de la concertation, qui s'exprimera si elle a envie de le faire, même si aujourd'hui vous êtes un petit peu moins, vous serez un peu moins celle qui apporte des éléments techniques, mais vous pourrez apporter des éléments sur la concertation si nécessaire. Et puis nous avons aussi avec nous Clémence Leguet qui s'exprimera peut-être si on a besoin d'avoir une information technique. Elle représente le bureau d'études Alcimaï Environnement qui accompagne la MEL sur ce projet. Bien, alors, je vous propose donc qu'on commence. Je vais demander le support technique, le support à la technique plutôt, le support. Alors, aujourd'hui, donc, on est toujours sur notre sujet qui est la création d'une déchetterie nouvelle génération. Nous sommes l'atelier 2 de concertation. Je redis ce qui s'est passé avant. Nous avons eu une première séance d'information où nous avons donné les modalités de ce projet et nous avons échangé avec des questions-réponses tout au long d'une soirée qui a été consacrée à cela. Ensuite, nous avons eu un deuxième atelier sur l'environnement, la construction, le paysage, comment allait être cette déchetterie. Et aujourd'hui, nous avons alors un sujet que moi je trouve finalement le plus facile, hein, qui est sur les fonctions et les usages de l'équipement. Nous allons travailler en 3 temps de concertation, mais précédés par un temps d'explication formelle, où c'est Nicolas Poutot qui va nous parler de ce qu'est le schéma directeur prévention des déchets. Puis ensuite, nous aurons 3 temps d'échange, un sur les usages et les services de la déchetterie. Je vous apporterai au début quelques éléments. 2 sur l'aménagement pratique de l'équipement, pareil. Hein. Au début de cet atelier, j'apporterai quelques éléments. Et ensuite, l'écosystème autour de la déchetterie. Je redis à tout le monde que c'est un temps, c'est important de le savoir, que c'est une séance qui est enregistrée. Et donc, si vous ne voulez pas apparaître, il faut faire disparaître votre image et voir votre nom. Voilà. Et tout ça se gère dans le petit en bas à gauche, vous avez à côté de vidéo, vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus et vous pouvez intégrer les différentes modalités. Voilà, je vais donner la parole, donc le schéma directeur des déchets ménagers. Je vais donner la parole à Nicolas Poutot pour 5, 6, 7 minutes d'explication. C'est à vous, Monsieur Poutot. Eh bien, bonjour à tout le monde. Donc je n'étais pas lors de la réunion précédente, mais effectivement, je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions qui avaient été posées de ce qu'on m'en a retransmis et essayer d'expliciter dans quel cadre aussi ces réunions se déroulent, dans quel cadre de décision politique ça se déroule. Et juste pour me représenter très rapidement, donc je suis un collègue, donc Nicolas Poutot, et je suis un collègue de Marie-Kelle, puisqu'on est tous les deux dans la direction déchets ménagers, donc à la MEL. Et personnellement, je suis chargé de mission, donc en charge du schéma directeur déchets ménagers et assimilés. Alors, pour redire très très rapidement et sans prendre trop de temps sur ce que sont les déchets assimilés, si vous ne le savez pas, on a bien les déchets des ménages, c'est ce qu'on appelle les déchets ménagers, donc les habitants comme vous et moi.
et les déchets, ce qu'on appelle les déchets assimilés, sans rentrer dans un jargon trop technique, pour essayer de l'expliciter la façon la plus simple possible. C'est des déchets qui sont produits par des producteurs, par des structures qui ne sont pas des ménages, mais qui ont des natures et des quantités de déchets qui sont semblables à ceux qu'un ménage peut produire. Donc en très court, ça va être les petits artisans, des commerçants qui ont des déchets qui vont ressembler à un déchet que vous pouvez produire chez vous ou que je produis moi chez moi, mais et qui ne vont pas avoir des grosses quantités. Dès lors qu'on c'est des grosses quantités et qu'on passe sur des types de déchets qui sont différents à ceux qu'un ménage pourrait produire, on ne va plus être dans la catégorie des déchets assimilés. Et donc, le schéma directeur dont je vais parler, il porte bien sur les déchets des ménages et les déchets qu'on appelle dits assimilés. Sur le schéma directeur déchets ménagers et assimilés, qu'est-ce que c'est un schéma directeur déchets? C'est un peu ce qui est inscrit effectivement sur la diapositive que vous apercevez en même temps que je parle. C'est un document qui n'est pas réglementaire, c'est un document stratégique qui est porté par les collectivités territoriales qui ont cette compétence déchets pour définir quelles vont être leurs grandes orientations, quelles sont les grandes actions qu'elles vont développer sur leur territoire pendant les prochaines années, en fait. Pour simplifier, à nouveau, voilà, pour simplifier à l'extrême, en fait, ces collectivités-là, dans le cadre du schéma directeur, elles vont prioriser vraiment ce qu'elles vont mettre en place sur leur territoire pour les prochaines années en tenant compte de toutes les obligations réglementaires dont vous avez certainement déjà entendu parler et les prochaines qui sont en cours de discussion actuellement suite à la Convention citoyenne, avec le texte de loi qui est en cours de discussion actuellement, c'est comment on applique sur un territoire donné, en l'occurrence celui de la MEL, toutes les obligations réglementaires et par quoi on commence et dans quel ordre on les met en place et sur quoi il faut vraiment mettre l'accent en tenant compte des décisions qui sont formulées par les communes et les choix ou les besoins qui sont exprimés par les habitants du territoire, par les acteurs du territoire. Tout ça, c'est ce qui a été discuté pendant plus d'1 an et demi avec les communes, avec les habitants à différentes étapes, avec les acteurs et qui a fait l'objet d'une vote, c'est la diapositive suivante, et qui a fait l'objet d'un vote final le 23 avril dernier, donc qui était l'adoption en conseil métropolitain de ce schéma directeur déchets ménagers, avec un certain nombre d'objectifs. On ne les a pas tous remis dans cette diapositive-là et la suivante, mais quelques objectifs pour les illustrer, c'est la MEL s'engage bien à réduire ces quantités de déchets donc de 15%, les déchets ménagers et assimilés. C'est pour ça que je me permettais de réexpliquer ce que ça recouvrait les assimilés tout à l'heure. D'ici à 2030, voilà, la MEL s'engage à réduire ces déchets ménagers assimilés, c'est-à-dire les déchets produits par les ménages et par les autres acteurs, mais en quantité et nature de déchets équivalentes. Ce sont à la fois les déchets collectés au porte-à-porte, en apport volontaire, en déchetterie, que ce soit les ordures ménagères résiduelles ou que ce soit les emballages recyclables. On réduit les quantités globales de déchets de 15% d'ici à 2030. En tout cas, on s'engage à les réduire et à développer un certain nombre d'actions qui vont permettre d'obtenir cette réduction des quantités de déchets. Un deuxième objectif chiffré qu'on a souhaité ce soir mettre en avant, c'est la réduction de 50% de ce qu'il y a aujourd'hui dans le bac d'ordures ménagères résiduelles. On réduit de 50% la part des biodéchets et des emballages recyclables dans la poubelle grise. En fait, dans la poubelle ordures ménagères résiduelles aujourd'hui, il reste encore beaucoup trop de choses qui sont valorisables, soit ce qu'on appelle la valorisation matière, donc c'est des emballages recyclables, des canettes, des bouteilles en plastique qui sont dans la poubelle grise mais qui ne devraient pas y être. Et il y a aussi une part de biodéchets, donc les restes alimentaires ou des déchets végétaux qui sont dans cette poubelle grise mais qui pourraient être valorisés. Donc l'objectif, c'est de réduire les quantités dans cette poubelle grise, l'ordure ménagère résiduelle, qui ne devraient pas y être, qui pourraient être valorisées, soit en valorisation matière, c'est tout ce qui est le tri des déchets, ou la valorisation organique avec la valorisation donc, des restes alimentaires et des déchets végétaux. Le troisième exemple
d'objectifs qu'on a souhaité remettre en avant. C'est dans la logique de ce que je viens de dire juste avant. On réduit les quantités de déchets au global, c'est le premier objectif dont j'ai parlé, les moins 15%. Ce qui reste dans la poubelle résiduelle encore demain, on accentue encore le tri pour ressortir de cette poubelle tout ce qui peut être valorisé de façon organique et tout ce qui peut être valorisé de façon à travers les centres de tri, les équipements centres de tri, donc tous les emballages recyclables, pour atteindre cet objectif de valorisation de 60% des déchets ménagers assimilés qui doivent être valorisés à nouveau sur l'échéance 2030. C'est-à-dire dans les prochaines années. Et pour donner quelques exemples aussi, la structuration même de ce schéma directeur, le schéma, on a voulu que ce soit un document qui soit assez condensé. Il est structuré autour de 4 grands axes. Le jeter moins, il fait écho à l'objectif dont j'ai déjà parlé 2 fois, les moins 15% de déchets ménagers assimilés. On réduit au maximum les quantités de déchets, quelle que soit la nature du déchet. Le deuxième axe qui a dedans un certain nombre d'actions, c'est on trie davantage, enfin on trie mieux que ce qu'il fait aujourd'hui. Donc ça fait écho à l'objectif que je citais précédemment de sortir de la poubelle d'ordures ménagères résiduelles tout ce qui ne devrait pas y être aujourd'hui parce que ça pourrait être valorisé. Le troisième axe, c'est améliorer le service aux habitants dans un espace public de qualité. On va déployer des actions en lien aux 2 premiers axes et on va aussi inscrire un certain nombre d'actions qui vont permettre d'offrir des nouveaux services aux habitants, d'améliorer le service existant et le faire dans un espace public de qualité, c'est-à-dire de faire en sorte que les nouveaux services qui seront proposés, ils tiennent compte aussi de leur intégration, notamment dans les différentes communes où ces services vont être proposés. Et enfin, le quatrième axe qui recouvre 4 ou 5 actions, c'est de moderniser les installations de traitement de la MEL de la métropole européenne de Lille, parce qu'effectivement, on a une spécificité dans le bon sens du terme. La MEL, c'est qu'on a nos propres équipements de traitement des déchets, mais il convient, au fur et à mesure qu'on va apporter des modifications et au fur et à mesure que des nouvelles réglementations vont arriver, qu'on continue à moderniser nos installations de traitement des déchets, que ce soit les centres de tri, que ce soit le centre de valorisation organique ou que ce soit le centre de valorisation énergétique ou les déchetteries, pour justement faire en sorte qu'on continue à respecter la réglementation et les normes qui sont en vigueur. Et donc la dernière diapositive, et après je répondrai à des questions au fur et à mesure de la réunion s'il y en a pour compléter mes propos, c'est justement comment ça se traduit ces 4 grands axes que compose le schéma directeur déchets ménagers assimilés. On a remis quelques exemples d'actions qui vont être mises en œuvre progressivement sur le territoire de la MEL. Tout ne va pas se mettre du jour au lendemain. Il y a notamment donc, le développement et l'intensification du compostage individuel et partagé. C'est des composteurs qui sont distribués par la MEL dans un centre de communes. L'idée, c'est que ça soit automatisé, renforcé, massifié, densifié sur le territoire de la MEL. D'autres actions autour de la réduction des quantités de déchets, c'est de développer tout ce qui tourne autour du réemploi, de la réparation et de la réutilisation à travers des recycleries, à travers des zones de dons, à travers les zones de réemploi justement dans les déchetteries sur lesquelles on reviendra juste après, je n'en doute pas un seul instant, et de continuer à développer les actions ou les démarches qui sont engagées par un centre de communes en lien avec les habitants et en lien avec leurs acteurs du territoire sur les démarches qu'on appelle les démarches zéro déchet. Une des autres actions qui va être développée sur le territoire, c'est la mise en place de points d'apport volontaire pour un certain nombre de flux de déchets, notamment les bouteilles et bocaux en verre. Dans le cadre de nos discussions que j'évoquais tout à l'heure avec les différents acteurs, avec les habitants, avec les communes, il y a un certain nombre de communes qui ont souhaité que les bouteilles et bocaux en verre soient dorénavant collectés pour une partie ou pour la totalité de leur commune à travers plutôt des points d'apport volontaire, ce qu'on appelle les paves ou des colonnes, si vous les appelez comme ça dans votre connaissance, comme ça se fait dans le reste du territoire français.
l'autre point ou d'autres actions qui sont inscrites dans le schéma directeur, c'est de développer des nouvelles déchetteries. C'est bien l'objet de la réunion. Je ne vais pas détailler sur ce point-là, mais en tout cas, le schéma directeur, il prévoit de doter l'AMEL de 5 nouvelles déchetteries d'ici à 2030 et notamment 2 à très court terme, dont celle pour laquelle on se réunit ce soir. Moderniser les centres de tri de déchets ménagers. Il y a un centre de tri déchets ménagers à Luin et un deuxième sur l'île Los. L'idée, c'est qu'il faut les moderniser pour qu'ils puissent demain nous permettre, sur le territoire de la MEL, d'accueillir la collecte de ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri, qui est en train de se développer sur tout le reste de la France, c'est-à-dire de permettre qu'on puisse mettre dans le bac des emballages recyclables les pots de yaourt, les barquettes et les films plastiques qui entourent par exemple les packs d'eau ou les packs de lait. Aujourd'hui, nos centres de tri ne sont pas en mesure d'accepter ces emballages-là. On va moderniser nos centres de tri pour demain on puisse simplifier le geste du tri et que tout à chacun, les habitants et que vous représentez notamment ce soir, puissent demain trier ces barquettes, pots de yaourt et films plastiques avec l'ensemble des emballages en plastique. Et harmoniser progressivement les consignes de tri des couleurs associées sur l'ensemble du territoire de la MEL, c'est aussi répondre aux obligations réglementaires et faire en sorte que le code couleur ou les consignes de tri soient identiques à ce qui se passe sur le reste du territoire français, ou en tout cas qu'on s'y rapproche le plus possible pour à nouveau qu'un habitant qui vient sur notre territoire ou qui vient d'emménager ou qui vient en vacances, il retrouve les mêmes réflexes, les mêmes consignes de tri qu'il a chez lui par ailleurs sur le territoire français. Voilà, c'est quelques actions. J'en ai district que 6, j'ai déjà beaucoup parlé, mais c'est pour donner le cadre global dans lequel ça s'inscrit, notamment le projet de nouvelle déchetterie, et pour dire que les priorités qui ont été fixées par les élus sur le territoire de la MEL dans le cadre de ce schéma directeur, c'est bien une priorité à la réduction des déchets, trier encore davantage, c'est les 4 axes qu'on a déployés tout à l'heure. Et c'est aussi ça auquel doivent faire écho les travaux qu'on va mener ce soir. Et je vais arrêter là et je vais peut-être laisser Muriel reprendre la main. Sinon, Merci. je peux continuer à en parler pendant très longtemps et donner plus d'exemples, parce qu'il y a une trentaine d'actions qui sont inscrites dans le schéma directeur. Très bien. Ce que je vous propose pour j'ai quelques questions qui sont arrivées en masqué. Donc, tout le monde ne les voit pas, mais moi, je les vois. Ce que je viens de dire à tous ceux qui m'ont comme ça posé les questions en masqué, c'est d'attendre peut-être, on lance le premier atelier et ensuite on engage les questions et même celles qui ont cours sur le schéma directeur. Nicolas Poutot sera avec nous toute la soirée, donc il pourra nous répondre à tout moment. Hein. Donc, notamment, je dis Monsieur Chenevière qui a une question que je trouve intéressante sur des ambiguïtés qu'on peut avoir comme ça dans la nature, sur on réduit et pour autant à côté de ça il y a des messages contradictoires. Je propose que ça vienne après. Hein. Alors, premier atelier de concertation. Et je redis encore une fois, puisque ça c'est vraiment légal, obligatoire, je redis à tous ceux qui ne voudraient pas que leur image soit utilisée et diffusée sur YouTube, il faut à ce moment-là décocher la vidéo et la caméra, puisque cette séance est enregistrée et que nous aurons une diffusion publique. Bien, je remercie Nicolas Poutot et on engage sur le premier atelier de concertation qui est sur les usages et les services de la déchetterie. Alors, c'est une déchetterie, elle fonctionne avec un règlement, hein, un règlement d'accès qu'on a tous aujourd'hui dans toutes les déchetteries de partout. Un accès qui se fait actuellement sur présentation de la carte. Et cet accès est gratuit dans la limite de 2 mètres cubes de dépôt par jour pour les particuliers qui habitent la métropole européenne de Lille. Et au-delà, l'accès est payant. 2 mètres cubes de dépôt par jour, déjà, c'est intéressant. Demain, un total de 36 dépôts gratuits par an, dans la limite d'1 par jour pour les particuliers, et un passage en véhicule utilitaire ou avec une grande remorque compte pour 2 passages. Bon, voilà, ça sera la règle pour demain.
Aujourd'hui, les déchets qui sont acceptés, donc il y en a, vous voyez beaucoup, je ne vais peut-être pas tout lire, métaux, carton, papier, déchets verts, bois, si je lis tout, allez, gravats, plâtre, les gravats non valorisables, les déchets incinérables, tous les déchets du réemploi, le gros électroménager hors froid, le gros électroménager froid, les écrans, l'amiante lié, les déchets diffus spécifiques, les huiles de friture, les huiles de moteur, les bouteilles de gaz, les batteries, les textiles, les pneus. Donc, on a ce volume-là de déchets qui sont accueillis aujourd'hui. Les déchets qui sont refusés aujourd'hui en déchetterie sont les ordures ménagères, les médicaments, les déchets de soins professionnels, les produits chimiques non autorisés, l'amiante en vrac non lié, les véhicules hors d'usage et les éléments de carrosserie, les déchets industriels spéciaux, les produits radioactifs, les bouteilles d'acétylène, les engins explosifs, les armes et les munitions, au cas où quelqu'un ait envie de le faire, c'est pas autorisé, et les cadavres d'animaux. Donc ça, tout ça est interdit. Demain, et donc c'est la question que je vous pose d'emblée, quel service souhaiteriez-vous dans votre déchetterie, hein? Donc, avec l'ensemble de tous ces éléments que je viens de dire, est-ce que sur l'accès tel qu'on vient d'en parler, de limiter, est-ce qu'on peut, je redis à la technique, est-ce qu'on peut revenir sur la diapo antérieure? Voilà, et encore avant, voilà. Est-ce que 36 dépôts gratuits par an dans la limite d'un dépôt par jour, est-ce que ça vous convient? Je lance la conversation. Mais je donne la parole, la parole peut-être d'emblée, puisqu'il souhaitait poser sa question à M. Chenevière, sur effectivement sujet de prévention des déchets. On réduit, mais avec parfois des messages qui peuvent sembler contradictoires. Je vous donne la parole. Mettez bien votre petit micro. Micro. En bas à gauche. Là, ça marche. C'est parfait. Oui. Parfait. Merci Muriel. Du coup, j'avais aussi peut-être une question à poser sur ce sujet-là. Je vais d'abord poser ma première question. Je ne savais pas si les gens de la MEL me diront si je suis hors sujet, mais il est quand même passé par la presse un certain nombre d'informations qui disaient que la MEL avait été taxée ou facturée de 1 million d'euros sur le fait qu'il y avait un manque à gagner par rapport à Estera, ou en tout cas par rapport à la déchetterie, sur le fait que le volume de déchets baissait. Ce qui a, en tout cas, moi, je vais dire citoyen, ça m'a beaucoup à la fois surpris et étonné, puisqu'il n'y aurait-il pas une contradiction entre le fait qu'on veuille, et très légitimement, et je le souhaite vraiment, baisser le volume des déchets et se dire que la MEL, finalement, moins elle aura de déchets à donner à manger à cette grosse machine qui est la déchetterie, et peut-être plus ça lui sera taxé. Donc, plus, j'allais dire, l'impôt sera lourd, même si effectivement il est dilué pour tout le monde. Ça, c'était la question, j'allais dire, un peu structurelle que j'allais vous poser. Si vous permettez, Muriel, du coup, puisque vous avez posé une question, je vais garder la parole pour cette fois-ci poser la question spécifique à ce que vous demandiez sur l'histoire des 36 passages par an, une fois par an. Je me suis heurté un jour à un problème de ce genre-là, et donc je vais vous donner un peu mon avis. Je suis un citoyen tout à fait lambda qui fait des travaux le moins souvent possible, mais il faut de temps en temps, voilà, faire des travaux, abattre les arbres, etc. Et dans ces cas-là, je n'ai pas beaucoup de moyens techniques, donc je vais chez Kiboutou, je loue une camionnette. Et quand j'ai loué une camionnette, en règle générale, c'est parce que j'ai vraiment, vraiment besoin de virer peut-être ce qui est arrivé, tous les sapins du jardin. J'ai dû faire 3 passages. Comment faire dans ces conditions, puisque je n'utilise quasiment jamais la déchetterie, ou une fois tous les mois ou tous les 2 mois, mais cette fois-là, parce que j'avais loué un véhicule et j'avais intérêt à rentabiliser mon véhicule, j'ai été jeté voilà, ils ont été sympas, ils m'ont laissé passer le 2e passage. Mais ils ne m'ont pas laissé le 3e passage. Et donc, en gros, il a fallu que je reloue un véhicule. Donc, la question que vous posez me semble, en tout cas, je vous donne un retour d'expérience, c'est que
quelque part, pour quelqu'un qui utilise très peu, le jour où il en a besoin, il en a réellement besoin. Et lui dire, bah non, tu n'as qu'un passage par jour, ça me semble un petit peu compromettant. Voilà, j'ai posé mes 2 questions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Parfait. Donc, on va vous répondre. Je dis, on va vous répondre. Et puis, ensuite, on prendra la question de M. Van Doesler. Mais d'abord, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a M. Varey qui nous dit sur le chat exactement la même question. À partir du moment où on quantifie l'accès, le nombre d'accès par an à 36, pourquoi limiter l'accès sur une seule journée? Et finalement, pourquoi est-ce qu'on ne débiterait pas simplement sur la carte? Voilà. Donc, ça, c'est cohérent. Et c'est la même chose. Donc, est-ce qu'on, alors peut-être Nicolas Poutot peut peut-être répondre sur le sujet qui semble un peu contradictoire. On réduit en même temps, il y a ce sujet du prestataire. Et puis après, ça sera peut-être Madame Nérins qui répondra sur ce sujet de l'accès en une journée à la carte, etc. Donc Nicolas, oui, pour répondre à la question sur les objectifs de réduction des déchets, je l'ai évoqué tout à l'heure, dans les grands axes du schéma directeur déchets ménagers, la priorité qui a été réaffirmée par les élus de la métropole, c'est bien la réduction des quantités de déchets sur le territoire de la MEL. Il n'y a pas de doute là-dessus. En fait, c'est bien la priorité qui a été refixée avec un centre d'actions qui vont se développer. J'en ai évoqué quelques-unes autour du réemploi, autour du développement de la massification, ou de la densification, ou de l'intensification, vous l'appellerez comme vous voulez, de la pratique du compostage de proximité sur le territoire. On n'avait pas rentré. Il y a aussi le lancement de la révision, et je vais essayer de ne pas être trop technique, mais d'un document, là pour le coup, qui est réglementaire obligatoire, qui s'appelle le Programme local de prévention des déchets ménagers assimilés. Je suis désolé. C'est le PLPDMA qui, lui, va bien redéfinir tout le détail et toutes les actions qui vont être développées ou qui pourraient être développées sur le territoire de la MEL, justement pour contribuer à la réduction des quantités de déchets sur le territoire de la MEL. Donc c'est bien, c'est pour ça que je redis, c'est bien une priorité qui a été rappelée par nos élus. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, me semble-t-il, là-dessus. C'est bien l'objectif fixé. On réduit au maximum les quantités de déchets sur le territoire, quelle que soit la nature de ces déchets. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure que ça concerne bien l'objectif de réduction des 15%. Il concerne bien l'ordure ménagère résiduelle, les emballages, ce qui est apporté en déchetterie et que ce soit collecté en apport volontaire ou porte-à-porte, c'est tous les déchets d'une façon globale. Et ensuite, ce qui reste, eh ben, il faut le trier encore au maximum, quoi. On réduit au maximum, il va quand même rester des choses et ce qui va rester, ben, il faut qu'on le trie au maximum et qu'on le valorise au maximum à travers notamment nos installations de traitement, quels qu'ils soient sur le territoire. Bien, merci à vous. Madame Nérins, peut-être vous pouvez, je sais pas si… Je peux compléter. Donc bonjour Oui, à tous, Aurélien bonjour. Boulin, désolé pour le retard et merci Nicolas pour les éléments de réponse. Je peux compléter également sur le nombre de passages en déchetterie. Donc effectivement, Juste, aujourd'hui… Monsieur Boulin, pour tout le monde, est-ce que vous pouvez rappeler votre fonction à la métropole européenne de Lille, même si la plupart des gens qui sont là ce soir ont participé à nos séances précédentes, mais pas tous. Donc, redites bien vos fonctions. Voilà, merci. Bien sûr, Madame Pernin. Donc bonjour à tous, Aurélien Boulin, responsable de l'unité pilotage et aménagement de la direction des déchets ménagers. Et effectivement, donc j'ai bien noté vos éléments d'interpellation sur le nombre de passages en déchetterie. Et effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui pose problème. On a bien conscience qu'il y a certains usagers qui ne vont utiliser les déchetteries qu'1 à 2 fois par an, mais par contre qui vont aller régulièrement sur tout un week-end. Et l'idée, c'est qu'avec le nouveau règlement de service des déchetteries qui sera applicable à compter du 1er janvier 2022, ce système va évoluer, à savoir qu'on aura 36 passages en déchetterie de manière annuelle. Et donc, on n'aura pas cette fameuse restriction aujourd'hui d'un passage quotidien. Et donc, si vous voulez utiliser vos 36 passages sur 3 week-ends, ce sera absolument possible à compter du 1er janvier 2022 pour soulever notamment tous ces problèmes d'usagers qui font des travaux, encore une fois, de manière vraiment ponctuelle. Très bien. Très bien. Très bien. Alors,
Oui. À la limite près en effet, un passage par jour qui a été prévu voilà, dans le futur règlement d'accès aux déchetteries. Mais qui permet toutefois de solliciter des dérogations auprès des services de l'AMEL quand justement on doit déménager une maison ou faire de gros travaux avec justement une location de camionnette. Très bien, merci. Alors, Monsieur Van Doesler, peut-être que vous pouvez prendre la parole pour... Vous l'avez demandé. Parfait, on vous écoute. Bonsoir tout le monde. Bon, j'avais 3 questions en fait, mais qui rentrent plutôt dans le cadre du schéma directeur. Et puis après, une question sur le premier sujet. En ce qui concerne le compostage partagé, je sais que l'AMEL met en place un dispositif pour mettre à disposition d'habitants qui le désirent des composteurs collectifs. Enfin, le problème, parce qu'on a failli, bon, moi j'habite Ouascal, et je veux dire, avec une association, on a voulu se lancer dans cette aventure, mais au fait, on n'y a pas donné suite pour l'instant, pour 2 raisons en fait. Premièrement, on avait eu un avis assez négatif de la part de la mairie qui disait donc effectivement les composteurs publics, le gros problème c'est déjà, je veux dire, leur suivi et que très souvent ça entraîne, je veux dire, des rats ou ce genre de rongeurs d'une part, et que d'autre part donc il y a des gens qui vont un peu jeter n'importe quoi, puisqu'apparemment c'est quand même, je veux dire, c'est aux habitants de gérer ce composteur. Et donc, l'autre problème, c'est aussi, bon, une fois que la matière est compostée, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Donc, voilà. Donc, pour moi, je crois qu'un compostage, je veux dire, public ou partagé ne peut bien fonctionner que si c'est effectivement, je veux dire, les services de la MEL ou de la mairie qui s'en occupent et que ce sont eux qui récupèrent le compostage. Ça, c'était la première question. Ma deuxième question, c'est à propos du tri. J'en suis pas 100% certain, mais j'ai cru remarquer quand même que les modalités de tri ne sont pas les mêmes sur l'ensemble de la MEL. Et donc, ma dernière question à ce sujet-là, ça concerne les apports volontaires. J'ai habité pas mal de temps à Saint-Amand-les-Eaux avant de venir sur la MEL. Et à Saint-Amand-des-Eaux, il y a un magasin Leclerc qui récupère donc qui récupérait, parce que ça fait un temps que je suis... Il récupérait donc toutes les bouteilles vides en plastique pour effectivement, je veux dire, les retraiter, et il prétendait, ça on ne le sait forcément pas, qu'avec ce plastique récupéré, ils fabriquaient leur chariot. Mm. Donc ma question, c'est effectivement, est-ce qu'au niveau de la MEL, parce que bon, a priori, c'est quand même, je veux dire, une façon assez intéressante de récupérer ce type de plastique. Donc c'était pour savoir si la MEL avait effectivement, je veux dire, envisagé quelque chose de ce genre-là avec la grande distribution, quoi. Voilà, donc ça, c'était mes 3 questions sur le schéma directeur. Ma question, donc, sur les fréquences oui. d'utilisation de la déchetterie, ma crainte, c'est en réduisant effectivement, je dirais, à 36 passages par mois. Je me demande si on ne peut pas le risque... Par an, oui, pardon, par an. Par an, on ne risque pas, je veux dire, parce que bon, ça fait quand même nettement moins que 2 mètres cubes par jour. On ne risque pas, je veux dire, de générer plus de dépôts sauvages, quoi. Voilà. Alors, qui souhaite répondre? Moi, je veux bien répondre sur la dernière question à Fio. Donc, oui, 36 passages par an, ça fait une moyenne de 3 par mois, donc ça peut sembler relativement peu.
Et en fait, comme pour ceux qui étaient présents, j'avais expliqué la réunion d'avant. En fait, c'est pour viser à éviter les abus. Parce que même si on passe avec une carte déchetterie, même si on se déclare en tant qu'usager particulier, on a énormément entre guillemets, pseudo-professionnels, de faux particuliers, mais en fait de vrais professionnels au black qui viennent et qui font des dépôts de 2 mètres cubes par jour. Donc, en faisant ces dépôts au quotidien de 2 mètres cubes par jour, ils saturent les déchetteries aussi bien au niveau des bennes et du remplissage, mais surtout au niveau des accès et de la fréquentation. Et on a vraiment voulu limiter. 36, c'est vrai que c'est aléatoire. Il y a peut-être des gens, ils veulent. Après, ça pourrait décourager quelqu'un qui voudrait venir déposer ne serait-ce qu'une bouteille d'huile ou un fer à repasser abîmé et se dire voilà, je vais pas cramer entre guillemets une entrée autorisée dans mon quota pour déposer ça. Ça peut peut-être être à l'encontre du réemploi. Peut-être que le réemploi, on pourrait faire un accès dédié qui ne consomme pas les 36 entrées par an. Pourquoi pas? C'est des choses qui peuvent s'étudier sans problème. Mais l'objectif, c'était vraiment de, entre guillemets, aérer les déchetteries et les réouvrir au dépôt des particuliers et ne plus être victime de ces faux particuliers qui saturent les déchetteries et qui nuisent en fait au service quelque part de chacun. Parce que régulièrement, là, on arrive, même si c'est ce soir et ce n'était pas les jours d'avant, on arrive dans la belle saison. Et régulièrement, il y a une demi-heure d'attente, voire plus, pour accéder aux déchetteries. Ce n'est pas satisfaisant. Donc, voilà, on a essayé de trouver une solution qui puisse permettre un équilibre, on va dire. Ok, merci. Très bien. Merci. Sur les autres sujets qui étaient plus liés à… Voilà, donc Nicolas Poutot. Alors, en même temps, Nicolas, je peux me permettre… J'ai vu qu'il y en avait une sur les déchetteries, c'est ça ou... Alors, voilà. Donc, il y a l'idée des composteurs partagés. Ça, c'est bien d'y répondre. Et on a en plus une autre question qui dit pour quand les composteurs partagés sur Waterloo. Donc, ça, voilà. Ensuite, il y a le sujet de l'implantation avec M. Follet, le sujet de l'implantation des déchetteries sur l'ensemble du territoire. Et après, j'avais une autre question. Je ne sais pas si c'est vous qui pouvez répondre, mais peut-être c'est un lot commun. C'est une question qui est intéressante, qui met un petit peu de sel là, sur nos affaires, et qui dit, quand on pratique le zéro déchet, pourquoi on paye quand même la taxe d'ordures ménagères? Bon, la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Donc, je pense qu'on peut pratiquer le zéro déchet et qu'après, il faut peut-être expliquer ce que c'est que le service, enfin, expliquer tout ça. Je ne sais pas si ça relève de vous. Monsieur Poutot, vous allez nous le dire. En tout cas, je vais essayer de répondre, voilà. On verra bien. Et en tous les cas, je dis, puisque c'est vraiment l'attitude qu'on a depuis le début, si jamais on n'a pas la réponse complète, on le fera mieux sur la plateforme par la suite. Voilà, je vous donne la parole. Et puis après, Madame Gandhi-Bleu, je vous ai vu, je vous ai bien repéré et vous pourrez poser votre question. Alors, je ne réponds pas forcément dans l'ordre parce que je n'ai pas noté, je le fais de mémoire. Alors, sur les déchetteries, j'évoquais tout à l'heure que le schéma directeur prévoyait qu'il y ait au moins 5 nouvelles déchetteries qui soient implantées sur le territoire de la Melle, parce qu'il y a effectivement, Marie-Kelle y faisait allusion, il y a un certain nombre de déchetteries qui sont saturées pour différentes raisons. Et aussi parce qu'il y a des parties du territoire de la Melle où il n'y a pas justement de déchetterie. Donc, il y avait un des moyens qui était offert aux habitants et aux acteurs, c'est qu'il y a il y a des déchetteries mobiles qui sont proposées. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de densifier à nouveau ce réseau de déchetterie fixe. Aujourd'hui, les terrains et les localisations, on ne les a pas implantés. Enfin, elles ne sont pas décidées, elles ne sont pas décidées. On n'a pas de terrain spécialement. Il y a des communes qui ont commencé à proposer des terrains et de faire des suggestions sur les endroits où elles pourraient être implantées. Donc, c'est un travail qui doit être mené dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous vous en doutez bien. Marie-Kelle pourra bien expliquer bien mieux que moi le temps que ça peut prendre pour créer une déchetterie, quel que soit l'équipement déchets au sens large. Et donc, voilà, on est en pleine réflexion, je vous dis, lors des discussions qu'on a eues dans l'élaboration du schéma directeur, il y a un certain nombre de communes qui ont déjà commencé à nous indiquer qu'elles avaient des terrains qui pourraient être susceptibles d'accueillir cet équipement-là.
Après, il faut qu'on vérifie d'un point de vue technique si c'est bien le cas ou pas. C'est pas si simple que ça. Il peut y avoir un terrain, mais qui peut ne pas être adapté pour X raisons. Voilà. Donc, en tout cas, c'est pour dire que répondre à la question qu'elles ne sont pas décidées, à part le terrain sur lequel, ce pour quoi on se voit aujourd'hui, sur le site de Wattrelos, les autres terrains et les autres lieux d'implantation ne sont pas définis à ce stade-là. En tout cas, l'idée, c'est plutôt de couvrir les zones du territoire où il n'y a pas du tout de déchetterie fixe pour le moment et ou à proximité de déchetteries qui sont existantes mais qui sont déjà très très saturées, ce qui est le cas, en tout cas celle pour laquelle il y a l'objet de la réunion aujourd'hui. Dans les sujets qui ont été abordés dans les discussions et qui ont été intégrés au schéma directeur déchets ménagers, j'évoquais tout à l'heure, il y a une trentaine d'actions. Je vous en ai présenté que 6 parce que ce n'était pas l'objet même de rentrer dans le détail dans la réunion de ce soir. Mais ils font bien partie des sujets qui ont été évoqués, les démarches zéro déchet, les discussions ou les travaux qui pourraient être portés sur la consigne, que évoquait le monsieur juste avant. Donc sur la consigne, il y a 2 types de consignes. Il y a la consigne pour recyclage, c'est celle qu'évoquait le monsieur, notamment à travers l'illustration de ce qui peut se faire sur des parkings de supermarchés ou avec des machines qui sont installées dans lesquelles les habitants peuvent rapporter leurs bouteilles en plastique et avoir une compensation ou une gratification ou une consigne justement avec des bons d'achat à réutiliser dans le magasin. Et il y a ce qu'on appelle la consigne pour réemploi, qui est là plutôt, je ne sais pas si c'est bien de parler de l'alcool, mais je vais prendre cet exemple-là, je suis désolé, parce que je trouve qu'il est assez parlant. Les micro-brasseries, en tout cas les brasseurs, peuvent proposer effectivement leur production de bière artisanale dans des bouteilles. Et on va payer une consigne sur la bouteille justement, et quand on aura bu la bouteille, on va la ramener au magasin ou dans une armoire de collecte des bouteilles consignées justement pour récupérer la consigne financière qu'on a versée initialement, et c'est ce qui se faisait il y a X années pour les plus anciens d'entre nous. Donc il y a bien ces 2 types de consignes, et ce qui a été intégré dans le schéma directeur déchets ménagers assimilés, c'est qu'on teste et qu'on expérimente et qu'on voit comment on pourrait développer ces types de consignes, avec l'idée toujours derrière de réduire au maximum les quantités de déchets. Donc là, c'est plutôt la consigne pour réemploi qui va permettre d'y contribuer. Je donnais l'exemple des bouteilles de bière, mais la consigne pour réemploi, c'est aussi le cas sur les palettes, par exemple. Les palettes en bois, elles sont consignées pour un certain nombre d'entre elles. C'est le cas aussi pour des contenants qui peuvent être proposés par des restaurateurs pour qu'ils vendent en restauration à emporter dans des contenants qui sont consignés, que l'habitant, quel qu'il soit, ramènera, et il récupérera sa consigne lorsqu'il ramènera le contenant vide un peu plus tard. Il y a des types d'enveloppes qui peuvent être consignées aussi, qui sont réutilisables dans le cadre qui rentrent dans ce qu'on appelle la consigne pour réemploi. Voilà, il y a matière à travailler sur la consigne pour réemploi, pas uniquement sur les bouteilles et bocaux en verre, mais sur plein de sujets, plein de produits. Et l'autre volet, la consigne pour recyclage, lui, il va permettre de contribuer à l'objectif d'améliorer encore le geste du tri sur le territoire. C'est la raison pour laquelle sur les 2 volets, ça ne répond pas aux mêmes objectifs derrière, et qu'on a souhaité que les élus ont souhaité qu'on puisse expérimenter et travailler sur ces sujets-là dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années sur le territoire de la MEL. Sur les démarches zéro déchet et l'articulation avec, je ne sais pas quel était le sens de la question, vous aviez indiqué dans le chat, il se pose la question de la taxe sur les ordures ménagères. Je ne sais pas si c'est ce que rappelait Muriel. Est-ce que c'est la payer, est-ce qu'on la paye ou pas, voilà. Pourquoi on la paye alors qu'on fait tout bien? Alors, effectivement, c'est des questions qui se posent, ou en tout cas que les habitants peuvent se poser. Ce qui a été inscrit dans le SDDMA, c'est qu'on travaille et qu'on accompagne les communes qui souhaitent développer des démarches zéro déchet sur le territoire. Et c'est aussi d'accompagner les habitants d'une façon générale dans les actions de prévention et de réduction des quantités de déchets qui vont être développées sur le territoire. Quand je disais c'est priorité à la réduction des quantités de déchets sur le territoire, l'objectif c'est d'enrichir l'offre
qui va être proposé aux habitants de la MEL pour réduire leur quantité de déchets, soit à travers des actions de réemploi, soit à travers le compostage, pour reprendre les deux exemples que j'ai cités tout à l'heure, mais il y a une multitude d'actions qui peuvent être développées, des actions autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire, des actions autour des couches réutilisables ou des couches lavables, des actions autour de l'eau du robinet plutôt que les bouteilles d'eau, et qui vont répondre à un certain nombre de demandes d'habitants et qui vont répondre aussi à un certain nombre de besoins qui sont exprimés sur le territoire, sachant que chacun de ces gestes de prévention, j'en ai cité 5 ou 6, tout le monde ne va pas les mettre en place en même temps. Il y a certaines personnes qui c'est hors de question pour elles de boire de l'eau du robinet, mais par contre, elles vont être d'accord pour amener leurs vêtements et donner leurs vêtements qu'ils n'utilisent plus à Emmaüs, par exemple, pour parler à nouveau d'un autre acteur du réemploi sur le territoire. Donc voilà, c'est tout ce panel d'actions qu'il faut qu'on développe sur les territoires et qu'on réfléchisse comment on va les développer, qu'est-ce qui va être le plus efficace, qu'est-ce qui va répondre au mieux aux attentes des habitants sur le territoire. Il n'empêche qu'il va quand même rester des déchets qui vont être produits sur le territoire et ça a un coût. Donc même si vous réduisez au maximum, même si vous participez à des démarches zéro déchet, il faut quand même payer une partie de la collecte qui, elle, aura toujours lieu. On ne va pas réduire complètement à zéro du jour au lendemain. Il y a toujours des actions qui vont devoir être financées. Et une des raisons pour laquelle, et pour terminer, c'est sur laquelle les élus ont souhaité qu'on travaille aussi, c'est que justement, on mette en place ou qu'on réfléchisse à ce qui pourrait être mis en place, notamment pour valoriser les actions qui sont mises en place par les habitants et qui contribuent ou qui participent plutôt aux actions de zéro déchet. Donc, on nous a demandé, et ça a été acté et intégré dans le schéma directeur, de voir comment on peut travailler sur une valorisation financière ou pas du travail qui est effectué qui est mis en œuvre par les habitants qui travaillent sur le zéro déchet. Et sur le compostage, et j'arrête là, les implantations composteurs, s'il y a des demandes qui sont à formuler, je vous invite vraiment à transmettre vos demandes, vos propositions à l'adresse mail contact qu'on remettra sur le chat ou qui sera renvoyé à tout le monde, l'adresse mail unique, voilà, pour que vous puissiez formaliser vos demandes, vos intérêts de développer du compostage de quartier ou de proximité, quelle que soit la commune. Oui, mais ma question, ce n'était pas savoir où m'adresser. La question, c'était par rapport, effectivement, je veux dire, au problème que le compostage partagé me pose, que j'aurais aimé avoir une réponse de votre part, quoi. Moi, ce que je vous la propose, gestion elle-même, et voilà quoi. Ce que je vous propose à l'instant T, le sujet du compostage, bien sûr qu'il est relié au sujet de la déchetterie, mais il n'est pas le sujet tout à fait de la déchetterie. Donc, ce que je vous propose, c'est que cette réponse, comme ça, pour qu'on puisse bien tenir nos 3 temps de discussion, que cette question-là, on vous réponde par ailleurs, si vous en êtes d'accord. Madame Gandhi-Bleu, je vous donne vous levez la main désespérément depuis un petit moment. Allez-y, posez votre question. Alors, je vais malheureusement rejoindre le compostage partagé. Oui. Je voulais vous faire part, j'ai bien vu donc les 3 objectifs de la MEL, dont l'un est de réduire la part de déchets qui se situent dans la poubelle grise et qui pourraient être effectivement en grande partie des déchets verts, des déchets de cuisine. Alors, pour avoir fait un petit sondage autour de moi, très peu de personnes savent qu'on peut effectivement mettre, lorsqu'on a une poubelle verte, ces déchets de cuisine dans cette poubelle. Alors là, il y a un gros défaut de communication. Personne ne le sait. On vient en déchetterie uniquement pour apporter des déchets verts de coupe, d'arbustes ou de tonte. Donc, il y a cette partie-là. Et donc, je rejoins ce que disait l'un des intervenants sur le compostage partagé. Et je rejoins complètement les craintes des personnes avec les histoires de rats, etc. J'ai fait il y a quelque temps un petit village qui s'appelle Breitenbach en Alsace. Et en fait, dans cette ville, il y a des composteurs qui sont gérés par la ville, mais qui sont des petites boîtes qui tombent dans un carré en fer, au même titre qu'on mettrait des bouteilles en verre dans les bacs, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et en fait, c'était uniquement pour les déchets verts.
Donc la population le sait et ils ont été dotés, chaque habitant a été doté de plastique. Ce ne sont pas des plastiques, attention, je suis contre le plastique en plus. Ce sont des sachets papier gris et chaque habitant sait qu'en fait tout ce qui est produit de la cuisine et tout en plus des épluchures de légumes, etc. Mais ils vont peut-être pas forcément utiliser ces petits sacs papier cartonnés pour mettre leur pelouse, mais ils peuvent aller les mettre dans ces poubelles-là et c'est très très bien suivi par les habitants. On a un gros souci pour tous ceux qui n'ont pas de poubelle verte dans les appartements, dans les lieux collectifs. Et en fait, j'ai encore du mal à comprendre pourquoi au niveau d'une MEL, on n'arrive pas à intégrer ça. Alors, il pourrait très bien y avoir un bac par commune. Et voilà, et effectivement, après, il faut relever ces bacs. Il faut les amener effectivement au centre de valorisation organique. Et dans les services que j'attends pour répondre à la question du sujet de la déchetterie, c'est un retour. En fait, un retour sur ce qu'on apporte. Et ce qu'on demande souvent, c'est avoir la possibilité de récupérer du compost. Et donc, l'opération se fait une fois de temps en temps. Elle est effectivement, de mon point de vue, très peu communiquée. Soit on loupe, soit on ne le sait pas. Et en fait, il faudrait qu'on puisse, lors de tout dépôt, à un moment donné, pourquoi pas repartir avec un sac de compost et avoir accès à cette ressource. Donc, je rejoins ce qui a été dit sur les sujets. Donc, ça pourrait être un service. Je rejoins l'idée je l'ai trouvé excellente, l'idée de ne pas compter les passages lorsque c'est pour du réemploi. Parce que là, c'est vraiment un gros service qui pourrait être apporté dans les déchetteries, au même titre que ce qui existe à la déchetterie de Marquilly, d'avoir des box pour le réemploi qui sortiraient de la déchetterie, donc qui ne compteraient pas les passages et qui permettraient aux gens de déposer tout ce qui peut être recyclé. Et là, on commencerait à réduire effectivement ce qui est mis dans les poubelles grises. Très bien, je vous remercie. Ce que je vous propose, parce qu'on prend un tout petit peu de retard sur notre timing, Madame Paulet, vous avez une question à poser. Est-ce qu'elle porte sur notre sujet là, qui est de comment ça fonctionne, combien de passages? Est-ce qu'elle porte sur ce sujet ou c'est un sujet annexe? Je ne vous entends pas, mais cliquez sur le petit micro en bas à gauche. Oui, c'est fait. Voilà. Oui, non, elle ne porte pas sur. En fait, elle porte sur la question. C'est notre question, c'est notre thématique. Donc, c'était la question consommer mieux et comment valoriser les déchets, je dirais, tout ce qui est électroménager et notamment avec la question de l'obsolescence programmée. Avec la mise en place d'ateliers de réparation, c'était ce qui était question lors des précédentes réunions. Très bien. Alors, on va en parler tout de suite après. C'est pour ça que je me permets, je suis un petit peu directive. Je suis un petit peu directive, mais ça nous permet de faire la transition pour la suite. Et ce que je vous propose, mettez aussi bien votre question sur le chat. Comme ça, moi, ça me rebooste et je ne vous oublie pas pour la remettre dans ce cadre-là. Oui. Et le côté pédagogique, c'est également cela. Je voudrais apporter une petite précision. Oui. On a rencontré M. Koch il y a quelque temps de cela au niveau du conseil de développement de la MEL. Et je crois que M. Puteaux était là, même si je ne dis pas de bêtises. On lui a présenté la contribution justement sur tout ce qui était économie circulaire, donc notamment sur le réemploi. Et donc c'est aussi dans les tuyaux de la MEL tout ce qui est économie circulaire et réemploi des déchets, quoi. Voilà. D'accord. Mais pareil, je pense que vous allez pouvoir tout à fait vous exprimer sur les ateliers suivants. Ce que je vous propose, bon, on a déjà eu quelques idées. On a déjà eu quelques idées. Je vois, comme me dit, le concept des repères café n'est pas abordé. Il va être abordé tout de suite après, juste un tout petit peu de patience. Voilà, je vous demande, vous pouvez en tous les cas l'aborder tout de suite après, puisque si ce n'est pas tout de suite l'atelier 2, c'est le troisième, donc ça sera pour ce soir. Ce que je vous propose, c'est qu'on a eu déjà quelques idées, quelques éléments sur les questions qui avaient été posées. Je vous propose qu'on enchaîne.
Je demande juste à ce qu'on m'envoie le support. Super. Alors, merci bien. Donc là, on est sur l'aménagement pratique de la déchetterie. Donc, allons-y. Quelques éléments d'information. Donc, une déchetterie, vous le savez tous, mais je le redis, c'est mieux quand c'est dit. Elle est constituée d'une entrée avec une zone d'accueil. Généralement, on a un agent face à soi qui va un petit peu nous guider, nous dire où on va aller. On a un deuxième espace qui est l'espace de dépôt. Et puis, on a un espace qui est celui de la sortie. Jusque-là, tout va bien, c'est assez simple. Et tout le monde l'a pratiqué. Demain, donc je vous pose quelques questions très claires et je vais vous demander sur ce temps-là d'essayer de bien répondre à mes questions. Demain, comment voyez-vous cette zone d'accueil? La première, c'était le numéro 1. Comment est-ce que vous voyez le rôle de l'agent? Faut-il faire rentrer, ça aussi, on a tous eu ces choses-là en vie réelle, est-ce qu'on fait rentrer tout le monde ou on fait rentrer un nombre restreint de véhicules pour fluidifier la circulation à l'intérieur? On sait que parfois, ça peut être compliqué. Quels aménagements pour un accès pour tous? Faut-il prévoir une organisation en boucle ou en long? Ça aussi, c'est un sujet. On évacue, on tourne, on évacue, au contraire. Voilà. Quelle signalétique? Est-ce qu'on veut seulement des panneaux? Est-ce qu'on veut aussi un marquage au sol? Est-ce qu'on veut des informations numériques? Comment est-ce qu'on voit l'espace de dépôt? Une déchetterie entièrement à plat sans quai de dépôt, un dépôt au sol seulement pour les encombrants, des box ou des étagères pour des objets qui sont issus du réemploi. Et enfin, comment est-ce qu'on voit la sortie? Est-ce qu'on doit, tout est au même endroit, l'entrée et la sortie, ou est-ce qu'on doit séparer l'entrée de la sortie? Donc, allons-y sur vos points de vue. Sur le sujet des animations, des repères café, de la zone de réemploi, etc., c'est après ces questions-là très pratiques. Donc, ceux qui sont exprimés ou qui ont amorcé la conversation, soyez un tout petit peu patient et c'est après. On y va sur les choses pratiques de quand on arrive, comment ça se passe, quand on dépose, comment ça se passe, quand on repart, comment ça se passe. Qui veut s'exprimer? Allons-y. Alors, qui me fait signe? Est-ce que quelqu'un veut parler? Allez-y, Monsieur Gorguet, si je lis bien votre nom. Je pense que le F étant votre prénom. Allez-y, pour vous entendre, il faut que vous cliquez le petit micro en bas à gauche. Voilà. Vous m'entendez? Très bien, parfaitement. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, je vous ai bien écouté. Alors, pour la question, pour la boucle, je pense que c'est très bien. Oui. Très bien. Oui. Mais il faut faire une grande boucle parce que là, c'est trop. Moi, je suis sur Roubaix actuellement et là, je vous écoute depuis tout à l'heure. Et en fait, il faut agrandir la déchetterie. Peut-être avec des couleurs et des signalétiques beaucoup plus grandes. Je ne sais pas à quel âge a la déchetterie de Roubaix. Elle doit être un petit peu trop petite et c'était surtout aussi, c'était surtout moi au départ pour que je puisse ce soir vous voir, c'est que on avait trop d'attentes au niveau de la voirie. À l'entrée, il y avait déjà un problème. Et après, on rentre dans la déchetterie. Il faut déjà essayer au niveau de l'accueil de faire mieux. Et après, avec des signalétiques et puis des bandes peut-être de couleurs. Rejoindre les parcs avec les bacs. Oui, en faisant bien attention de ne pas déposer juste pour un sèche-linge ou par exemple un petit électroménager, de faire 2 heures de queue rien que pour ça. Donc on pourrait très bien faire une partie où on vient vraiment à la déchetterie pour ça et pas faire la queue, voilà. Ou sinon, comme des messieurs l'ont dit, pour tout ce qui est verdure et déménagement ou emménagement, bricolage, là, effectivement, la déchetterie, il faut qu'elle serve réellement au niveau des gravats. Et j'ai bien entendu pour aussi les 36 au niveau de l'année,
Écoutez, quand on en a besoin, il faut absolument y aller. On ne va pas revenir après dans 3 jours, dans 4 jours, ou louer une camionnette. Je pense que la déchetterie, elle ne sert pas à aller tous les jours. Parce que là, on est professionnel. Donc, on a un numéro de ciré, et on a une carte, ou alors on pourrait pas faire par téléphone. Et puis là, on sait à qui on a affaire, à un usager lambda ou un professionnel. Hein, voilà. Les 2 mètres cubes, je pense que ça va très vite quand on fait un petit peu de verdure, ça c'est sûr. Même si, et en plus, si vous mettez quelques affaires dedans, en plus, parce que vous ne faites pas ça tous les week-ends à la déchetterie, hein, vous essayez de faire ça au mieux, au plus vite pour gagner du temps. Et c'est pour ça que je voulais voir ce soir comment ça se passait avec vous. On perd beaucoup de temps. Hein. Peut-être que ça fait très longtemps que cette déchetterie est là. J'allais même sur Villeneuve d'Ascq pour pas aller sur Roubaix. Vous voyez le cheminement. Et je vous dis pas, l'année dernière, au niveau de la ferraillerie, et on m'envoyait à la ferraillerie parce qu'on ne provenait pas les faire. Donc j'ai dû aller aussi à la ferraillerie. Donc ça m'a coûté 4 heures en fait. C'est énorme. Mais bon, je suis très content qu'il y avait d'autres déchetteries qui vont arriver. Très bien, merci. En tous les cas, ce qu'on comprend avec ce que vous nous dites, c'est qu'il faut fluidifier, il faut trouver les moyens de fluidifier. Donc ça, voilà. Il y a un autre point de vue, d'autres points de vue qui complètent ce que vous dites, c'est aussi éventuellement différencier accès particulier et accès professionnel. Et il y a un autre point de vue, alors je les cite comme ça parce que ça ne nécessite pas de commentaires, mais ça montre que ce sont des idées qui viennent et qui sont intéressantes. Faire aussi en sorte d'éviter les manœuvres parce que ça peut être dangereux. Donc ça c'est intéressant aussi. Ensuite, alors, Madame Gandhi-Bleu, est-ce que vous avez bien quelque chose à nous dire concernant notre sujet? Oui, je suis pour la boucle. Vous demandiez au niveau de la signalisation. Oui, je suis contre une signalisation qui serait numérique, voyante, etc. Ça ne va pas du tout dans le sens justement du réemploi, de la protection de l'environnement. Et en plus, ça perturbe énormément la conduite. Et je ne vois pas l'intérêt. Donc, effectivement, à profiter de l'occasion pour pourquoi pas mettre des panneaux en bois, etc. Enfin, voilà, les imaginer de manière écologique dans le sens d'une déchetterie. Parfait. Pas de numérique, au sol ou en panneau, mais pas de numérique. C'est bien clair. Madame Paulet, allez-y, petit micro en bas à gauche. Là, c'est bon, vous m'entendez? C'est parfait. Oui, donc pareil que la collègue, hein, en boucle, et le code couleur est à privilégier puisque en fait c'est beaucoup plus parlant que du numérique ou un tracé. Ensuite, moi j'avais posé lors de la précédente réunion la question de l'accès autre que véhicule. Hein, oui, piéton, très bien, on se rappelle bien. Piéton ou vélo, donc on peut très bien se promener. Moi j'habite à proximité, donc pour des petits déchets, je peux très bien me rendre à pied à la déchetterie, donc pour éviter le tout voiture. Hein. Et également, il faudrait peut-être privilégier une forme de drive, hein, comme les drives pour pouvoir entrer et ne pas rester trop longtemps dans la déchetterie, puisque c'est ce qui rebute un petit peu. Et voilà, donc, et ne pas oublier que le projet de déchetterie, c'était également pour éviter les dépôts sauvages dans la ville de Waterloo. Et donc, la question des 36 dépôts à l'année, ça peut freiner et ça peut inciter la population à générer de nouveaux dépôts sauvages. Donc, voilà. Très bien. Merci, Madame Paulet. D'autres expressions sur l'accès. Bon, l'accès, on a eu une expression de Madame Paulet qui était sur l'accès. Sur la sortie, qui pense que, par exemple, la sortie n'est pas au même endroit que l'entrée. Si on a en boucle, par exemple, on peut revenir vers l'entrée. Si on est en linéaire, on n'est pas au même endroit à la sortie qu'à l'entrée. Bon, le sujet ne passionne pas les foules. Oui, excusez-moi, c'est parce que ça générerait peut-être des bouchons en plus. Donc la boucle est toujours plus intéressante. Très bien. Surtout si on a oublié de remettre quelque chose au tout début.
Très bien. D'autres expressions là-dessus? Bah, écoutez, si on n'a pas d'expression là-dessus, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne. Et si jamais vous avez un point que vous voulez ajouter qui concerne voilà, ce passage-là, à la fois sur l'entrée, le dépôt et la sortie, on l'abordera à nouveau dans ce dernier temps. Donc, on aborde notre troisième temps de discussion, donc l'écosystème. Et là, tous ceux qui vont avoir envie de parler du réemploi et de l'organisation du réemploi vont pouvoir le faire. Donc, l'écosystème autour de la déchetterie. Alors, aujourd'hui, une déchetterie, nous le savons tous, c'est surtout un espace de débarras de ces déchets en vue d'une valorisation. Un service apporté aux citoyens, et là, je vous donne des réponses qui sont issues de la plateforme, de ce qui a été évoqué par l'ensemble des citoyens. Selon vous, demain, et là, ce sont les 4 questions que je pose, selon vous, demain, la déchetterie devra être ou proposée. Par exemple, alors je ne dis pas ici, attention, je ne dis pas ici que c'est seulement ce qu'elle fera, cette déchetterie, mais c'est ce qu'elle pourra faire. Et vous pouvez apporter d'autres choses qui ne seront pas évoquées ici. Mais est-ce qu'elle peut être un espace pédagogique sur la prévention des déchets, par exemple? Est-ce que peut être un lieu d'animation thématique en lien avec de grands événements comme la Semaine du développement durable, la Semaine européenne de réduction des déchets, etc. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des ateliers? Et là, le sujet des repères café, ben, on voit, il a toute sa place. Des ateliers de réparation, de fabrication, de produits zéro déchet, de do-it-yourself. Est-ce que c'est un espace de donnerie permettant de déposer des objets et d'en prendre d'autres? Voilà les pistes pour lancer la discussion. Et à vous maintenant de soit compléter, dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, ou apporter des compléments en fonction de votre connaissance du sujet et de vos goûts, votre appétence, vos envies. Alors, Madame Gandhi-Bleu, je vous redonne la parole, puis après, on questionnera d'autres personnes. Alors, je réponds oui à toutes les questions. Bien. Alors, oui, oui pour la création de Repair Café sur le lieu. Aujourd'hui, pour trouver un Repair Café, il faut qu'on le cherche. On le cherche sur Facebook, on trouve la date, il faut s'inscrire. Parfois, le Repair Café, s'il est sur l'île, il est déjà complet. Voilà, donc là, si on pouvait en profiter pour faire un lieu de Repair Café, ce serait très, très bien. Ensuite, que ce soit un lieu de donnerie ou de réemploi et de rénovation d'objets, c'est également très très bien. Si on va sur la déchetterie d'Evin-Malmaison, le Fourré, je ne sais pas exactement, dans le Pas-de-Calais, en fait, ils ont une ressourcerie qui est adossée à la déchetterie. Et en fait, ils emploient des personnes en insertion et ils font du sablage de meubles et du relooking de meubles. Donc aussi bien pour les mettre en pâture gris clair, etc., mais pour sabler les meubles. Et donc leur espace de ressourcerie est sur place. Les gens se baladent, achètent. Voilà, parfois il y a une personne qui descend de la voiture pour aller faire un tour à la ressourcerie pendant que le monsieur dépose ce qu'il a déposé. Donc effectivement, je pense que c'est dans l'air du temps. La donnerie, il y a eu aussi du côté d'Aluin des choses qui ont été faites, mais c'était qu'un dimanche de temps en temps. C'était pareil, c'était à l'extérieur, c'était lié au temps, à la météo. Donc oui à toutes les réponses, à toutes les questions. Très bien, merci. Monsieur Van Doesler, vous avez levé la main. Est-ce que vous aussi, vous dites oui à tout? Non, je ne dis pas oui à tout. Tant mieux, on est là pour ça. Non, alors, effectivement, la partie pédagogique, là, j'ai un doute quant à son efficacité parce que les gens qui vont en donnerie, en déchetterie, bah, je veux dire, ils sont en général pressés. En plus, comme je veux dire, on passe pas mal de temps à attendre et tout ça.
crois pas qu'après, les gens ont encore envie d'aller s'instruire sur la problématique du recyclage. D'une part. D'autre part, en ce qui concerne donc les donneries et les repères cafés, je dirais oui, c'est une bonne idée, mais adossé à la déchetterie, pas, je veux dire, au sein de la déchetterie, parce que là, ça repose le problème des files d'attente et ainsi de suite, quoi. Et effectivement, avoir des donneries et des repères cafés qui sont sur le même site, mais qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre, ça oui. Très bien, merci. Oui. Alors, je vais, monsieur, alors, monsieur. J'ai remis mon micro. Voilà, allez-y, allez-y. Je rejoins un peu ce que vient de dire la précédente personne. Quand on va en déchetterie, généralement, c'est parce qu'on est pressé. Alors, prendre le temps d'aller en même temps jeter les encombrants, passer du temps à écouter les explications, j'y crois pas trop. Voilà. Disons que ce qu'on voit apparaître avec ce que vous nous dites, c'est différents usages qui peuvent être pratiqués en un même lieu. Et on voit que ces différents usages vont créer des comportements différents. C'est peut-être pas le jour où on vient jeter qu'on va aller à l'atelier, encore que. Oui, mais concernant les repères cafés, pour ma part, je sais qu'il en existe sur Waterloo. Les ressourceries sur Roubaix, il y en a également, elles fonctionnent très bien. Donc, développer ça, oui, tout à fait, mais adosser ça à la déchetterie, j'y crois pas trop. D'accord, très bien. D'autres expressions? Oui. Oui, alors, oui. Qui me dit oui? Oui, c'est monsieur le gouverneur. Ah, oui, ou Gorguet, comme vous voulez. Oui, je reviens sur si, par exemple, pour l'électroménager, ça sera adossé à la déchetterie. Effectivement, une fois qu'on est sorti de la déchetterie et qu'on n'a plus rien dans sa voiture, si c'est à côté, on peut faire un petit tour. Et si c'est recyclé, pourquoi pas? Si les prix sont intéressants, ça va attirer les gens. Hein. Ça, ils viennent de jeter leur sèche-linge, ils vont en récupérer un autre. Mais effectivement, il faut que la déchetterie soit bien faite pour pas encore embouteiller déjà. Voilà ma réponse. Très bien. Donc, le sujet des usages est OK. Alors, j'ai une question intéressante. Tout est intéressant, mais je trouve que c'est un point qui vient compléter. Et effectivement, on parle de donnerie, mais c'est quoi une donnerie? Et donc, c'est M. Chenevière qui nous la pose. Est-ce que Marie-Claire Nérins pourrait répondre à ça, à cette question? C'est quoi une donnerie? Donner, d'accord, mais pourquoi et comment? Est-ce que j'apporte une commode, je peux prendre un siège? Alors, je vous la fais simple et courte, genre du troc. Est-ce que je paye? Est-ce qu'il y a des tarifs? Quels sont les tarifs? Est-ce que, voilà, on est dans une brocante, voilà. Est-ce que quelqu'un peut avoir un petit commentaire peut-être là-dessus? Oui, une donnerie, c'est tout à fait ça. En fait, c'est un système de troc, ce qu'on appelle du troc libre. En fait, on peut très bien venir déposer et déposer uniquement, venir prendre et rien déposer. C'est un peu le même principe qu'on rencontre, par exemple, je ne sais pas si vous en avez dans vos quartiers des boîtes à livres, où voilà, on peut très bien avoir des livres à prendre qui nous plaisent et qu'on puisse prendre sans les déposer. Ce serait exactement le même principe. Aujourd'hui, la manière dont fonctionne sur nos déchetteries, c'est on a un prestataire du réemploi qui est chargé de sensibiliser les usagers en complément du travail de l'agent d'exploitation, de sensibiliser les usagers à déposer les objets en bon état dans un local dédié, ce qu'on appelle le local du réemploi. Et après, ce prestataire, donc c'est l'agent d'exploitation avant tout qui les met de côté. Et ce prestataire a en charge la collecte et la revente dans des locaux dédiés, notamment Grenier d'Ambie à Seclin ou à Lyon. Alors, ça a l'avantage d'être notamment porteur d'insertion, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, pour développer plus grandement, faire ce système de donnerie en fait, qui serait presque autogéré,
avec les usagers qui peuvent se servir librement, en fait. Et on a pensé aussi à ça, peut-être développer aussi si votre avis là-dessus sur les matériaux. Par exemple, on a fait un déménagement, on se retrouve avec 30 grands cartons, bah, au lieu de devoir les découper en chiquettes pour que ça rentre dans le bac, est-ce qu'on ne pourrait pas les déposer et puis qu'ils soient accessibles à quelqu'un d'autre? Ou par exemple, des carreaux de carrelage qui pourraient resservir, enfin voilà, qui restent dans l'eau, enfin plutôt que s'encombrer avec ça dans son garage, de les déposer, et voilà, qui seraient repris librement. Voilà, c'est ça qu'on entendrait par donnerie. Très bien, ça me semble c'est intéressant. Monsieur Chenevière, on vous a répondu à votre... on vous a déjà répondu. Vous voulez poser une question complémentaire? Allez-y, et puis après, je donne la parole à Madame Paulet. Allez-y, petit micro en bas. Oui, merci. Oui, merci. Non, c'est juste pour apporter un élément supplémentaire. Effectivement, moi, j'aime beaucoup le concept. Alors, je vais citer la bouquinerie du Sar à Villeneuve d'Ascq, où on donne des livres et on va les acheter, et d'autres vont les acheter à un prix défiant toute concurrence, des livres, des DVD, etc. J'ai d'assez mauvaises expériences sur la donnerie. J'ai posé la question parce qu'en fait, sur certaines communes, sur Waterloo, mais sur l'Hers aussi, il y a des donneries Facebook. Et en fait, en règle générale, bon, dans 80% des cas, on va dire, ça marche plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Je pratique beaucoup, plutôt à donner qu'à recevoir d'ailleurs. Mais à l'inverse, on a aussi énormément de gens qui ont de mauvaise posture, c'est-à-dire qui vous donnent rendez-vous, qui ne viennent pas, etc. Et donc, je pense que c'est pour ça que je posais la question de la donnerie. Je trouve que parfois, la gratuité n'a aucune valeur et que si j'ai un joli petit bibelot, plutôt que le foutre à la poubelle, je vais le mettre à la donnerie, mais j'aimerais autant qu'il parte pour 1 euro plutôt que de donner à quelqu'un qui va tout prendre et qui risque quelque part de les refiler sur les brocantes, par exemple, hein, parce que c'est ça aussi. Les donneries de réseaux sociaux sont assez étonnantes puisque vous pouvez mettre n'importe quoi, mais vraiment, il y a des choses, ça en est même drôle tellement ils peuvent mettre des trucs un peu carrément non prenables. Mais il y aura toujours quelqu'un qui vous dira je prends et qui finalement n'aura pas le rendez-vous, mais qui va essayer de se positionner pour tout prendre, pour essayer, j'en sais rien, soit de les garder pour eux, pour faire des brocantes, pour faire des verres café. Donc j'ai un doute moi sur l'efficacité réelle de la donnerie et c'est toujours un peu les mêmes qui en profitent. Donc je faisais juste un aparté, Waterloo étant la ville des Berloufs et donc le plus grand grenier de France, la vide-grenier de France, ce serait quand même pas mal qu'effectivement ce soit plus un principe bouquinerie du Sar. Voilà, pardon. Très bien, merci. Merci, c'est intéressant. C'est toujours le sujet de la gratuité, enfin l'éternel sujet de la gratuité qui à la fois c'est bien dans un monde parfait et en même temps on sait aussi que ça peut être dévoyé. Donc donner de la valeur finalement, parfois même mettre quelque chose à 50 centimes ou à 1 euro, ça donne une valeur que la gratuité ne donne pas malheureusement. Voilà. Madame Paulet. Et après, je vois que je dois redonner la parole à Monsieur Poutot, qui veut s'exprimer. Et bien sûr, je lui dis bien sûr. Allez-y, Madame Paulet, allez-y. Oui, en effet, la question de l'espace pédagogique. Donc, il était question lors des précédentes réunions d'un jardin pédagogique. Donc, on a des enfants, des écoles, des enfants sur la ville de Waterloo. Donc, comment sensibiliser au tri et à la gestion des déchets et notamment aux 5 axes qui étaient jeter moins, trier mieux, améliorer le service aux habitants, moderniser le traitement des déchets. Comment peut-on le faire sans sensibiliser les enfants à travers les écoles? Donc, je pense que là, on a un acteur qui est très important, ce sont le système éducatif. Donc, je pense que ça fait partie des programmes pédagogiques également. Donc, le recyclage, toute cette partie-là du développement durable fait partie des programmes pédagogiques. Et donc, comment faire sans les enfants, sans les intégrer dans le projet et les impliquer dans ce projet de déchetterie pour qu'ils puissent être sensibilisés et également sensibiliser leurs parents parce que c'est également un vecteur dans la gestion des déchets. Merci.
Alors, je vais passer la parole à Nicolas Poutot. Je veux dire quand même à Monsieur Follet qu'on ne l'oublie pas et qu'on va répondre à son sujet qui est comment les travaux vont être gérés et par rapport à l'encombrement possible du boulevard pendant la période de travaux. On vous répond tout de suite après. Donc, je vous ai bien vu et on le fait. Mais je repasse la parole à Nicolas Poutot qui voulait nous apporter un complément d'information. Allez-y. C'est gentil, merci. Je vais en profiter pour répondre à une question ou des remarques qui sont formulées dans le chat aussi sur les visites des installations de la MEL. Très bien. Pour l'instant, elles ne sont plus possibles pour le moment pour les raisons que vous connaissez. De toute façon, c'est la Covid, pour les restrictions d'accès, effectivement. Mais en tout cas, normalement, les visites devraient reprendre quand les restrictions sanitaires seront levées au fur et à mesure dans les prochaines semaines. En tout cas, effectivement, c'est bien quelque chose qui était en vigueur et qui devrait l'être à nouveau et sur lequel, à nouveau, je reviens sur le schéma directeur des déchets ménagers, un centre d'élus et sur la stratégie de communication globale, on souhaitait effectivement que ce type de visite soit à nouveau proposé par la MEL, notamment sur ces installations de traitement des déchets. Mes deux points sur lesquels je reviens très rapidement. Le premier, c'était plutôt une question que je vous reposais qui était dans la logique ou dans la suite des questions que vous posiez tout à l'heure sur le compostage de proximité et sur la discussion qu'on vient d'avoir sur les espaces pédagogiques et jardins pédagogiques sur lesquels la dame vient d'évoquer juste avant moi. Même question que tout à l'heure, est-ce que vous pensez que c'est opportun ou pas, ou c'est pas le lieu justement pour qu'il y ait un espace de démonstration du compostage pour savoir ce qu'on peut y mettre ou pas pour éviter justement les nuisibles, les types les rats que vous évoquiez tout à l'heure. En résumé, il faut éviter les déchets carnés, ça évitera de les attirer. C'est pas la seule moyen, mais voilà. Voilà. Est-ce que la déchetterie ou les futures déchetteries, est-ce que c'est le lieu pour justement qu'il y ait ces démonstrations d'aires de compostage de proximité, ou est-ce que pour vous, c'est pas adapté? Et l'autre question, c'était plutôt un complément, c'était pour dire, quand j'évoquais tout à l'heure sur la partie réemploi, réparation, réutilisation, que l'objectif du schéma directeur, c'est vraiment de développer, d'enrichir l'offre sur le territoire. Vous l'avez évoqué vous-même à travers les différents exemples que vous avez cités, soit les repair cafés, soit les donneries, soit les recycleries, ressourceries, qui sont notamment, voilà, ces aspects-là sont des moyens justement de prolonger la durée de vie des objets dont on veut se débarrasser, parce qu'ils peuvent être réparés par des personnes en insertion. C'est un des exemples et c'est le modèle des recycleries, ressourceries, où ça peut être donné gratuitement, c'est plutôt le modèle des donneries, où ça peut faire l'objet de troc qu'évoquait Marie-Kelle. Il y a différentes solutions et c'est important que vous nous redisiez plutôt laquelle vous semble la plus adaptée pour la déchetterie. Est-ce que c'est un repair café? Voilà, c'était juste pour revenir sur tous ces exemples-là, mais je vois que vous avez une très très bonne connaissance de toutes les différentes possibilités qui peuvent exister en la matière. Mais juste pour dire que je pense personnellement qu'il n'y aura pas une solution qui va répondre aux besoins de tout le monde et qu'il faut certainement multiplier les différentes offres sur le territoire de la MEL. Et j'arrête là. Merci à vous. Merci. Je fais juste un tout petit complément parce que Nicolas parlait là des visites de sites. On faisait aussi, ça a aussi été mis de côté dans le cadre de la crise sanitaire, mais on faisait aussi précédemment des visites des animations scolaires. Je ne sais pas si vos enfants en ont déjà profité. Et c'est vrai que là, on a une liste d'attente qui s'allonge déjà pour la rentrée prochaine. Et donc là, c'était plus justement sur la prévention des déchets, le tri des déchets. Et c'est vrai que ça a énormément de succès. Voilà, donc il y a les visites de sites, mais jusqu'ici, on faisait aussi des animations scolaires et justement amener les enfants ou même un autre public, varié en déchetterie. On pense que ça peut être intéressant également. Très bien. Est-ce que, puisque vous avez la parole, est-ce que vous pouvez répondre à Monsieur Follet sur le sujet de comment est-ce que ça va se passer pendant les travaux d'aménagement? Donc, ce n'est pas tout de suite demain, mais on va se projeter, voilà. Est-ce que vous en avez déjà une idée? Est-ce que, voilà. Alors, quand on dit comment ça va se passer, c'est-à-dire? Qu'est-ce qui va être mis en place pour préserver les riverains? Un petit peu, c'est la question. Les riverains, je dirais des nuisances qui sont, des gênes qui sont liées aux travaux d'aménagement. Alors déjà, pour le gros, pendant les travaux, c'est ce qu'on appelle les phases de terrassement. Donc terrassement, c'est quand
voilà, pour schématiser, on creuse la terre et on va poser les fondations. Donc ça, c'est beaucoup de balais de camion. Donc là, déjà, je l'ai rencontré pas plus tard que... Enfin, j'ai rencontré par visio mes collègues de la voirie ce matin. Et donc, c'est une réponse aussi que je m'étais engagée à apporter aussi bien au bureau d'études qu'aux usagers. C'est sur l'accès poids lourd. Donc, l'accès poids lourd, il sera bien privilégié par ce qu'on appelle l'eurozone, donc côté cimetière. Donc, tout ce qui sera en accès poids lourd déchetterie, entrée-sortie, ce sera vers le cimetière. Donc, ça évite la circulation au niveau des secteurs d'habitat avec un raccordement rapide aux grands axes. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose qu'on va imposer aux entrepreneurs BTP. Après, on a des contraintes. Alors, ça ne répond pas vraiment à la question des nuisances pour les habitants, mais on a des contraintes qui sont par rapport à la faune en fait, et la flore. On doit éviter, enfin plutôt la faune en l'occurrence, on doit éviter en fait de faire des travaux en période de nidification des oiseaux et de reproduction des divers animaux. Donc, ça peut être des crapauds, vous avez des chauves-souris, des oiseaux. Donc ça, c'est voilà, dans le terme de calendrier de travaux, on a des contraintes à ce sujet-là. Et bon, après, il y aura, je pense, pas de contraintes au niveau de la voirie. Je pense pas qu'il y ait de nécessité. C'est pas comme des voiries en fait en domaine public. Je pense pas qu'il y ait de nécessité de devoir bloquer les accès. Ou alors, ça sera très momentané, le temps d'apporter des éléments importants, s'il nécessité de convoi exceptionnel, par exemple. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Vous avez déjà un début de réponse. Et Monsieur Follet nous dit merci et parfait. En tous les cas, ce qu'on voit dans votre réponse, c'est qu'il y a la volonté de préserver les riverains et de limiter le plus possible les gènes. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est déjà intéressant. Bien, est-ce qu'on avait dit qu'on terminait vers 19h30 ? Est-ce que je vois plus de mains se lever ? Ce qui est bien, vous avez bien utilisé le chat, ce qui permet d'avoir des compléments d'expression et des idées en plus sans forcément, je veux dire, alourdir la réunion, c'est ce qui est bien pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un là voudrait encore s'exprimer ou si on a... Oh, bonjour. Voilà, je vous en prie, allez-y monsieur, je vous en prie. Moi j'ai quand même une question concernant la déchetterie de Waterloo. Par où va se faire l'accès? Est-ce que ça sera le même accès qu'actuellement ou alors il y aura un autre accès? Alors ça, on l'avait vu la dernière fois. Ah oui, mais je n'étais pas là la dernière fois. Voilà, non, mais je vous le dis, et Madame Nérins va vous répondre, mais ça fait partie, c'est un des sujets qu'on avait bien évoqué, voilà, déjà. Oui, mais quand vous dites le même accès qu'actuellement, c'est Avenue Manette France. Oui, mais prolongation de rue du Bec, en fait, c'est ça. Je ne sais pas justement si c'est par où. L'accès, ça sera forcément, oui, depuis la rue Pierre Mendès France. Oui. Et ensuite, on ressort par la même rue ou alors on ressort par la rue du Bec, comme vous dites Alors, aujourd'hui, le dessin qui est proposé par nos collègues de la voirie, c'est un accès donc, au carrefour Pierre Mendès France rue du Bec, avec ensuite une contrevoie au boulevard qui permet de stocker en fait, les véhicules en attente, pour pas qu'ils se retrouvent sur le boulevard directement. Ouais. Et en termes d'accès, depuis le carrefour, il est prévu ce qu'on appelle un tournant à gauche, donc une voie de stockage en attendant de pouvoir tourner à gauche. La ville avait évoqué un souhait de giratoire, mais en fait, il serait plus... par rapport au flux, aussi bien sur l'axe principal que au flux d'accès à la déchetterie, voilà, le giratoire serait plus gênant qu'autre chose, en fait. D'accord. On peut avoir une copie des diaporamas qui ont été diffusés ce soir? Oui, ils vont être mis en place sur la plateforme. Voilà, donc cet élément-là est sur la plateforme déjà puisqu'il fait partie de la précédente réunion. Donc vous allez pouvoir le retrouver et vous pouvez aussi retrouver la vidéo qui est sur YouTube de l'ensemble des échanges et des points qui ont été évoqués. Voilà, donc tout est, je veux dire, on peut tout reprendre et tout reconsulter. D'accord. Et est-ce qu'il y aura une maquette qui sera présentée avant le début des travaux?
Alors, je ne sais pas si on va aller jusqu'à faire une maquette, mais c'est très rare de faire des maquettes. On pourra peut-être faire une vue 3D, ça, il n'y a pas de souci. Et non, oui, on pourra présenter des plans, ça c'est sûr, ce qu'on appelle des plans masse. Oui, tout à fait. Des plans en élévation aussi, voilà, qui permettent de se donner une idée en 3D. Oui. Maquette, voilà, ce sera peut-être dans les maquettes ou des plans comme vous dites en 3D, c'est pas mal ça, oui. Voilà. Ok, merci. Je vous en prie. Merci. Bien, ce que je vous propose, c'est qu'on aille vers la fin de notre réunion. Donc, je vais vous redonner. Donc, je vous remercie déjà. Je vous remercie. Merci aussi pour tous les éléments qui sont arrivés sur le chat et qu'on va bien conserver. Juste une petite dernière diapo de fin, là, que je puisse vous donner la suite de la concertation. Donc, ce qui va se passer dans les jours et dans le mois qui vient. Donc, la concertation telle qu'on vient de la vivre tous ensemble, elle se termine le 4 juin. C'est-à-dire qu'entre aujourd'hui et le 4 juin, vous pouvez continuer à aller sur l'espace de la plateforme. Sur cette plateforme qui est de la métropole européenne de Lille, participation.lillemétropole.fr, vous avez un questionnaire en ligne qui est toujours accessible et auquel vous pouvez répondre. Vous pouvez apporter des contributions et vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des supports qui ont été utilisés pendant toutes les réunions. C'est la 3e ce soir. Et vous pouvez aussi retrouver les contenus puisque les vidéos sont diffusées. Vous avez aussi deux registres qui sont ouverts, 2 registres papier qui sont ouverts en mairie de Wattrelos et un autre registre au siège de la MEL. L'ensemble des éléments qui ont été donnés, des questions, des conseils, des envies, des goûts, des appétences, tout ça va être réuni dans un document et ce document va être un avis issu de la concertation et cet avis, nous allons ensuite vous le proposer et le remettre en discussion avec vous. Donc, la prochaine étape, elle sera pour nous le 5, donc il y a le vendredi 4 juin à minuit, c'est la fin de la concertation. Donc, surtout, si vous avez envie de rajouter quelque chose, de dire quelque chose, d'inciter autour de vous à le faire, c'est là, on rentre dans la dernière semaine. Et ensuite, la date à retenir, donc bien la noter sur votre agenda, c'est le 5 juillet à 18 h, où vous aurez la réunion de restitution, donc avec l'avis qui sera construit à partir de l'ensemble des informations que vous avez apportées au cours de toutes ces réunions et sur l'ensemble des lieux qui vous ont été proposés. Et on remettra cet avis en discussion avec vous tous. Voilà. Notez bien cette date du 5 juillet et faites attention qu'il n'y ait pas d'erreur parce que elle a changé. Au début, ça devait être le 1er juillet et nous l'avons changé. Donc, c'est le 5 juillet à 18 h. Avant de conclure, je vais vous demander, là, si on pouvait enlever je vais vous faire un petit vote et je vais vous poser une question nous avons plusieurs solutions possibles pour cette réunion du 5 juillet. Est-ce que vous souhaitez qu'elle soit en présentiel, ce qui pourra peut-être être possible, donc avec quelques guillemets, mais la possibilité est plus ouverte qu'elle ne l'était il y a quelque temps. Donc, ce que je vous propose, c'est si vous êtes d'accord, alors, est-ce que vous pensez qu'elle continue on continue comme aujourd'hui, c'est-à-dire que en visio, excusez-moi, en visio, je ne sais plus ce qu'il faut dire en présentiel, présence, visio, distanciel, etc. Donc, c'est soit je vais essayer d'être claire, on continue en visio, et l'autre alternative, c'est 2, vous faites le choix de dire que c'est mieux d'être tous en présence et de venir à la réunion là où elle sera. Ceux qui pensent que c'est mieux de continuer comme on a commencé et de continuer en visio, est-ce que vous pouvez activer le petit pouce ou quelque chose en bas à gauche dans réaction que je vois?
Donc, j'ai déjà Monsieur Chenevière qui nous dit oui. Monsieur Morel, je vois votre pouce à vous, c'est ça, donc 2. Donc, on continue comme on a commencé. Voilà. Madame Paulet nous dit on continue comme on a commencé. Très bien. Et ensuite, en présence, donc je vois Monsieur Follet qui nous dit en présence. Madame Gandhi-Bleu nous dit en présence. Donc là, on est à 2 en présence. Voilà. Et les autres ne se prononcent pas, j'imagine. Monsieur Van Doesler, vous êtes présence, vous? Non, vous êtes présence. Voilà. OK. Bon, on est à peu près à égalité. Monsieur Gorguet, vous êtes présence aussi. Parfait. Donc, on voit présence qui est un tout petit peu plus, qui prend un tout petit peu plus que... voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie encore pour votre participation. Oui, c'était bien actif. Il y a eu bien des idées. Il y a eu beaucoup des compléments qui ont été apportés aussi, un peu plus larges que la déchetterie, mais c'est bien. Donc, merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.